C'est un film tout à fait atypique, dans le sens où d'abord il n'y a que deux personnages dans le film. Le personnage principal d'Adriana, qu'incarne Clémentine Beaugrand, qui est une jeune femme rebelle, et un vieil homme que joue Jean-Luc Bidault, qui fait pas mal, si je puis dire, dans la misanthropie. Il vit seul dans un petit refuge de montagne, comme ça, et c'est l'histoire sauvage de leur rencontre improbable. Ces deux solitudes solidement verrouillées, de silence très très fort, comme ça, qui s'affrontent, et ça va dans le sens d'une forme de rédemption, on peut le dire. On peut le dire, hein. Le mot est choisi à dessein, voilà. C'est sauvage. Vous pouvez présenter votre personnage? Comment vous le considérez? Comment vous l'avez interprété? Je pense que c'est une fille, effectivement, qui est assez en colère avec certaines choses dans le monde, dans la vie, et qui est dans une sauvagerie urbaine qui s'avère de plus en plus forte et violente. Et qui, voilà, un coup de trop, mais c'est quelque chose de finalement plutôt attendu, je pense, par rapport au personnage. Elle doit s'enfuir. Et elle est confrontée à autre chose, un autre type de sauvagerie, dans ce qui l'entoure, la montagne, mais aussi la personne qu'elle rencontre, qui est cette espèce de vieille ermite pas très commode, elle-même qui est pleine d'une rage, mais qui est vraiment, comme disait Jean-François, vissée à l'intérieur, c'est-à-dire qu'elle ne laisse rien sortir, elle ne laisse rien passer non plus, et elle est vraiment très intériorisée. Donc, comme il y a assez peu de dialogue, appréhender ce personnage, c'était pas possible par les mots, par la parole, c'était vraiment appréhender ça physiquement, par un corps qui sera en mouvement et qui exprimerait beaucoup de choses tout en retenant très très fort. Il peut y avoir beaucoup de jeux avec le regard, j'imagine. Avec ce qui déborde des vêtements de montagne, parce qu'on était vraiment comme des momies folles, avec des anoraks, des chapeaux, des trucs, des gants. Donc, et finalement, il y a très peu de choses qui dépassent, à part les mains, à part une posture générale du corps, la façon de s'exprimer par les gestes, par les mouvements. Et effectivement, voilà, par le visage, les yeux qui peuvent dire plein de choses sans forcément parler en même temps, quoi. Tout à fait. Oh, je crois que c'est un peu toujours la même chose. Les limites, elles sont en nous-mêmes. Moi, je ne vois des limites que dans mes propres peurs, notamment tout ce qui pourrait toucher à la transgression, des choses comme ça. Donc, les limites financières, bien sûr, mais c'est pas très passionnant. Il faut pas s'arrêter à ça. Non, je pense que c'était un espace de liberté quand même, ce film. J'ai plutôt découvert des champs d'expérimentation nouveaux, notamment dans le travail avec les comédiens, où j'ai le sentiment d'avoir laissé faire, lâché prise un petit peu, comme on dit, et de mettre... J'ai fait ce film un petit peu comme je fais mes documentaires, alors que je fais les documentaires, je les mets en scène comme des fictions. Donc en ce moment, il y a une espèce d'équilibre qui se fait. Je pense que c'est un chemin vers quelque chose, mais je ne sais pas très bien quoi. Donc il n'y a pas tellement eu de limite, je dirais, parce qu'on ne pourrait pas dire que les difficultés naturelles, la neige, tout ça, ou la difficulté avec les animaux, c'est pas des limites, c'est plutôt des cadeaux, je dirais. Moi, j'aime beaucoup l'idée de contrainte au cinéma. Je définis au départ de l'aventure des limites, des contraintes extraordinairement précises. Sur ce film, c'était par exemple ne montrer que deux visages de tout le film,
exclure a priori des dialogues, et il y a extraordinairement peu de dialogues dans ce film, et un peu comme les surréalistes, ou un peu comme Buñuel vers la fin de sa vie, je dirais que plus les limites sont contraignantes, et plus il y a de liberté, c'est-à-dire que la liberté est un fantôme, quoi, au cinéma, et partout dans la vie aussi, le fantôme de la liberté. Donc, pour moi, aujourd'hui, j'ai l'impression que la situation du cinéma d'expression personnelle comme ça, où il y a de moins en moins de moyens, c'est quelque chose, je dirais pas que je m'y sens comme un poisson dans l'eau, mais c'est pas quelque chose qui me déprime ou qui me ferait penser que éventuellement il faudrait renoncer. Non, vraiment pas. Puis il y a plein de cinéastes qui prouvent qu'on peut faire les choses avec justement plein de limites, quoi. C'est donc les contraintes qui apportent la liberté. C'est une dialectique, une oui, une inventivité. Moi, je crois que de penser qu'on peut tout faire dès lors qu'on a un projet collectif, le cinéma c'est quand même un sport collectif, c'est le pire des leurs. Donc, je préfère me dire, voilà, il n'y aura que ça, et on fait avec ça. Et à l'intérieur de ces frontières-là, on va chercher les limites, on va borderline, flirter avec tout ça, et c'est un jeu qui est extraordinairement stimulant, qui vous amène, comme par exemple dans le film là, où on est confronté à une limite. Tout à coup, il fait nuit, il fait très très froid. On a déjà tourné 9 ou 10 heures dans la haute montagne, dans une grotte extraordinairement basse, et Clémentine doit sortir un dialogue que j'ai mis des mois et des mois à écrire, et tout à coup je vois mes propres limites en tant que scénariste, en tant que cinéaste, et on décide qu'elle va crier. Ça n'a rien à voir avec ce qui était prévu, mais ça dit 100 fois mieux que ce qui était dans le scénario, ce qu'on avait besoin d'exprimer à ce moment précis du film. Donc voilà, c'est ça, jouer, flirter avec les limites, ça amène souvent, je dirais pas que pauvreté fait loi, mais je dirais que parfois les impossibilités auxquelles on est confronté nous embarquent sur des chemins inattendus qui, pour conceptuer la chose, je dirais qu'on filme un peu contre le scénario, ce qui ne veut pas dire qu'on oublie le scénario, mais on trouve avec lui un rapport imprévu qui relève de la nature même du cinéma, qui est quelque chose de... Voilà. Moi, je vais juste dire 2 mots, je ne suis pas encore... enfin, voilà, mais... Jean-François parlait de contraintes et de liberté, et le cinéma indépendant, c'est ça, c'est des contraintes multiples, mais avec des marges de liberté inouïes à l'intérieur. Parce que c'est contrainte. Parce que si pas d'argent, alors trouver 1000 astuces, 1000 façons de s'y prendre, et du coup aussi avoir en contrepartie la possibilité de faire des choses incroyables, de ne pas avoir de demandes, de limites imparties, et qui permettent au contraire d'aller explorer des tas de choses avec une grande liberté. Et ça, on perd forcément peut-être du confort ou certaines choses, mais il y a aussi il y a de la créativité, une marge de liberté qui est forte. Ouais, je pense on pourrait jouer un peu le rôle du laboratoire de recherche dans la pharmacologie, par exemple. Moi qui viens de Suisse, il y a des sociétés qui font des dégâts énormes d'ailleurs, par ailleurs. Mais ils ont à l'intérieur de à l'intérieur de cette industrie, des chercheurs, des gens qui font progresser
hein, je ne sais pas, les choses dans le domaine de la médecine, de tel ou tel aspect scientifique. Bon, eh ben, je pense que le cinéma indépendant, le cinéma de recherche, il permet d'investiguer là où le cinéma plus conventionnel, tout simplement, n'a pas le droit d'aller. Parce que si vous faites un film, je ne sais pas, pour la télévision sur le même sujet, il est clair qu'il y aura au minimum 10, 20 ou 30 fois plus de dialogue. Nous, on essaye de dire des choses autrement. Donc là, effectivement, notre marginalité ou le fait d'être dans la périphérie ou dans la marge de la marge nous autorise certaines libertés que tout le monde n'a pas. Alors évidemment que tout ça se paye aussi parce que on a plus de complications ensuite pour rencontrer notre public. L'idéal serait évidemment de générer le bébé dans la montagne et d'accoucher sur les Champs-Élysées sur 300 salles. Malheureusement, cette tension-là, elle est pas évidente à trouver, parce que si on part avec des budgets réduits comme des indépendants, on risque aussi au bout de la chaîne de se retrouver, sauf exception, style Cavalier, des gens comme ça, qui tout à coup, grâce à un grand festival, peuvent faire le film dans la marge de la marge, et ensuite faire en sorte que leur recherche soit vue par le plus grand nombre. Mais qu'est-ce que ça veut dire le plus grand nombre ? Nous, hier, on a pris le métro là tout à côté, et nous sommes allés, grâce à une des personnes qui travaillent ici au festival, à Roubaix, rencontrer des gens dans un lieu qui s'appelle comment ? L'Oiseau-Mouche. L'Oiseau-Mouche. C'est des hommes et des femmes qui font du théâtre en étant handicapés mentaux, je crois qu'on dit comme ça. Et la rencontre était tout à fait... Enfin, moi, elle m'a profondément troublé, ému. Alors, il faut savoir où on se situe. Moi, c'est vrai que ça me fait plus progresser, peut-être, une journée comme hier, que de lire Ciné-Chiffres et puis de constater qu'on a fait 800 000 entrées. Enfin, voilà, quoi. Il faut savoir où on met les pieds. Quand on démarre un projet comme Sauvage, on sait bien, et moi je l'ai dit de manière assez honnête à mes partenaires de production, etc., que je pensais que c'était pas possible de faire un tabac avec ça. Je savais pertinemment où j'allais et pourquoi j'y allais. Donc, il n'y a pas de déception ou de joie particulière. L'objet existe, il s'agit de communiquer avec cet objet. Mais c'est vrai que ce cinéma-là, malgré tout ce qu'on dit, il est resté très 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 vivant. Moi, je viens à Paris quand je peux, une fois par mois, les années où les choses se passent normalement, et je vois à chaque coup un film de Taïwan, d'une jeune Française, d'un Iranien, d'un gars qui vient de Corée ou d'Afrique. Et j'ai pas l'impression que cet espace-là rétrécisse par rapport à la situation de 68, du début des années 70. Parce qu'on dit toujours, j'ai pas ce sentiment. J'ai l'impression que le cinéma vivant reste vivant. Et que ça sera très difficile de le juguler.